Cette capsule portera sur le contrôle. Et comme pour toutes les capsules, nous aurons 2 experts en studio. Aujourd'hui, nous avons Mme Marie-Claude Gagné, directrice de l'organisme Se parler d'homme à homme, et M. Rémi Bilodeau, directeur du regroupement À cœur d'homme, dont fait partie Se parler d'homme à homme. Mais avant de rencontrer nos experts, nous verrons ce que les jeunes de la polyvalente de Disraeli, du cégep de Thetford et de la Maison des jeunes de Thetford en pensent. La première question que nous leur avons posée est... De la possession. Quand la personne, le gars, il est contrôlant envers, mettons, la ou la fille. Ou la fille, ouais. Ben, quelqu'un qui manipule l'autre pour les obliger à faire des affaires que peut-être que la personne ne voudrait même pas. C'est de l'empêcher d'aller dans des parties, mettons. Oh, ben non, de texter, ben en fait, oui, si ça se peut, là, texter à des filles, mettons, là. Ben non, genre, faire des affaires avec du monde ou des affaires du genre. Ben, c'est quand, genre, la personne essaie de te posséder, puis t'empêcher de vivre, là. T'empêcher de vivre tes expériences par peur de te perdre. Ouais. Ou un gars qui dit à sa blonde, genre, je veux pas que tu t'habilles de telle façon parce que c'est trop osé, ou le contraire. Qui l'empêche de vivre. Ouais. Va pas voir cette personne-là, va pas à cette place-là, mange ça. Va pas faire ci, va pas faire ça. C'est quelqu'un qui va empêcher l'autre de faire des choses qu'elle aime pour le garder avec elle. Donc, nos experts en studio, Mme Marie-Claude Gagné, de Se parler d'homme à homme, M. Rémi Bilodeau, de regroupement À cœur d'homme. Eh bien, qu'est-ce que le contrôle? Vous avez vu nos jeunes, ce qu'ils en pensent, et vous, M. Bilodeau? Bien, moi, je trouve que les jeunes ont fait une bonne lecture du contrôle. Et je trouve qu'effectivement, il y a une... on regarde, le contrôle est souvent présent dans toutes les dimensions de la vie d'une personne. Donc, les jeunes font une bonne lecture, je pense, du contrôle, mais c'est un peu ce qui nous démontre, c'est qu'il y a plein de sphères dans la vie de la personne qui est contrôlée, qui est perdue ou qui est hypothéquée, là, dans le fond. Donc, la personne perd un peu son identité à travers ça, là. Justement, les jeunes, il y a une des jeunes qui disait le contrôle, c'est posséder l'autre. Est-ce que c'est posséder l'autre? Vous qui travaillez souvent avec des personnes qui sont dites contrôlantes, Mme Gagné. C'est de réduire vraiment la personne à un rôle d'objet où que les besoins et la personnalité sont mis de côté pour que la personne qui est contrôlante va induire, en manipulant et toutes sortes de techniques, ses propres désirs et ses propres pensées. Fait que la personne perd son identité et devient objet. On dit que le contrôle, c'est souvent amené par la peur de perdre l'autre. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est une excuse? Est-ce que c'est une façon de se déresponsabiliser? Bien, oui, c'est un peu une façon de se déresponsabiliser dans le sens où c'est probablement l'impression que la personne a, mais de contrôler quelqu'un, on ne construit pas une relation épanouissante et intéressante quand on est dans une relation de contrôle. Donc, effectivement, ça peut être un moyen, ça peut être une justification, mais c'est sûrement pas... Les jeunes, souvent, vont mêler amour, jalousie, contrôle, et ça, on a intérêt souvent à démystifier là, ces trois thèmes-là. On a même parlé de gérer l'habillement. Est-ce que c'est aussi, justement, un petit peu ce que vous disiez tantôt, Mme Gagné, aller à l'intérieur des libertés de l'autre? Exactement. Où on peut dire l'opinion sur l'habillement d'une personne, mais sans vouloir imposer ou dominer ce que l'autre désire vraiment dans le fait de choisir ses propres vêtements. C'est une limite qui est dépassée. On n'est plus en coéquipier avec notre partenaire. On est en compétition et on veut la dominer. Ça rapproche pas les relations, ça les brise. On a le droit à son opinion. Oui. Mais pas plus que ça. Pas de l'imposer. Alors, on va aller voir la deuxième question. Non. Dans les deux sens. Non, les filles oui, aussi oui, contrôlent. Oui, oui, oui. Non.
On attend tout le temps juste parler des hommes parce que c'est eux qui vont frapper plus fort puis qui vont... Ils vont se tenir. Ouais, mais Les les femmes, femmes, ils peuvent autant être... Ouais, mais les femmes, ils jouent dans la tête. C'est plus subtil. C'est plus subtil, ouais. Je pense que c'est ça l'affaire. C'est mental. La manipulation. Les filles aussi peuvent contrôler leur chum. Oui, Ouais, mais c'est vrai. mais il y a plus de gars. Ouais, c'est plus rare, les filles. Ouais, c'est plus rare. Non, c'est plus les filles qui sont contrôlantes. On en reparlera. Ouais. Justement, on en reparlera. Est-ce que le contrôle, c'est typiquement masculin? Et là, je lance la question aux deux. Madame Gagné, peut-être en premier. Eh non, c'est pas typiquement masculin. Les formes peuvent être différentes, mais de vouloir être en compétition dans leur partenaire, c'est la femme et l'homme peuvent être autant dans ces eaux-là. Et de quelle façon, est-ce qu'il y a une différence, par contre, dans le contrôle chez la femme, chez l'homme? Comment ça se manifeste? Ben, je dirais souvent, les gars, on est en action, on est... Souvent, les gars, ça va marcher en action-solution. On va être très dynamique. Il y a quelque chose, il y a quelque chose qui nous arrive, on a toujours une solution, on a toujours quelque chose à amener. Et puis, justement, le contrôle, il suit un petit peu cette tendance-là. Donc, ça fait un contrôle qui est, comme les jeunes parlent dans les capsules, qui est très... qui est peut-être plus physique, qui est peut-être plus impulsif. Mais je pense qu'au niveau des filles, effectivement, c'est un contrôle qui est plus quelque chose de plus, on va dire, entre guillemets, assumé, mais quelque chose qui est plus subtil, effectivement. Il y en a une, justement, qui disait... Les filles, c'est plus, ça joue dans la tête. Est-ce que ça joue dans la tête, les filles? Quand ça veut contrôler? Oui, mais il ne faut pas exclure l'autre non plus, dans le sens où une fille peut être aussi violente physiquement qu'un homme, mais on peut observer que la tendance est plus chez les femmes, la violence psychologique. Il va être plus, oui, à jouer dans la tête, mais ça exclut pas qu'elle peut être violente, elle aussi. On a utilisé le mot subtil. Est-ce que ça ne correspond pas aussi, ou si c'est un peu... Ben, c'est effectivement différent. On revient un peu à ce qu'on disait. La violence chez les gars, souvent, va se traduire plus à travers de la violence physique, de la violence qui va brasser un petit peu plus. Ça n'exclut pas effectivement que des femmes peuvent, des filles peuvent aussi exercer ce type de violence-là. Mais chez les filles, on le voit, la violence, c'est plus psychologique. D'où l'idée de dire que c'est un peu plus subtil. On le voit moins, en fait. C'est moins apparent qu'un échymose, qu'un bras cassé ou quoi que ce soit, mais les blessures restent présentes. C'est pas typiquement masculin. Non, c'est vraiment pas typique. Peut-être, dernière question, on va passer à notre autre bloc. La manipulation, le contrôle, c'est des synonymes? Ben, moi, je pense que la manipulation fait partie du contrôle. Okay. Mais on peut... C'est un ingrédient du contrôle et c'est un ingrédient qui est indissociable, je pense, du contrôle. Par contre, je peux manipuler quelqu'un sans avoir l'intention de le contrôler. Je pense on peut manipuler ou on peut avoir l'idée de manipuler quelqu'un pour obtenir quelque chose, puis bon, on ne sera pas dans le contrôle comme tel. Mais si effectivement j'utilise le contrôle, c'est clair que je manipule. À quel moment on peut dire que là, on est dans une situation de contrôle? C'est difficile à dire, puis c'est après les actes, puis qu'on a eu une espèce de choc pour nous allumer sur la situation, on repense « Hey, ça en faisait partie. Ça en faisait partie. » Fait que c'est très difficile pour la personne de s'apercevoir qu'elle est dans une dynamique de contrôle, surtout au début. Parce que c'est subtil. C'est dans le quotidien, c'est des petites remarques. Mais des fois, on peut avoir une petite voix intérieure qui peut allumer. Ça peut être sur du long terme. Oui. Ça s'installe sur du long terme. Mais est-ce que Marie-Claude Dans quel disait... sens? Bien, je pense qu'effectivement, si je débute une relation avec quelqu'un puis que je le sens très contrôlant, probablement que je vais avoir le réflexe de me tasser ou en tout cas de me questionner. Après plusieurs mois, plusieurs semaines, peut-être qu'effectivement, parce que ça s'est installé, parce que ça fait partie de la dynamique, je n'aurai pas le réflexe de me tasser de cette relation-là. Mais l'important, je pense, je reviens encore sur la petite voix, l'important d'écouter son senti. Si j'ai un mal-être, si j'ai un malaise en dedans de moi-même, je pense que c'est important de l'écouter.
Donc, si vous voulez bien, justement, on va aller voir nos jeunes dans une autre question, puis on va parler un petit peu des solutions. Tu deviens célibataire. Tu sais que t'as un problème, mais que t'es possessif, tout, tu vas consulter. Non, mais c'est d'avoir du respect l'un pour l'autre. Ouais, c'est sûr que tu peux mettre des limites, là. Exemple, t'en parles à ta blonde, là, parce que c'est sûr que si tu laisses l'autre faire ou tu te laisses faire, c'est sûr que ça sera jamais réglé. De mettre des limites égalitaires aussi pour pas qu'il y en ait une qui s'aille plus que l'autre. Ben, sans parler, là. Parler Sans qu'est-ce que l'autre parler? personne n'aime pas dans la manipulation de l'autre, là, pis tout. Accepter les choix de l'autre. Faire confiance, oui. Si tu fais pas confiance, si l'autre te fait pas confiance, peu importe ce que tu vas faire, il va avoir envie, genre, de contrôler. Ouais. On a vu que nos jeunes étaient en mode solution. Je voulais justement voir avec nos experts ce mode-là. Comment on peut établir une relation égalitaire, que ce soit dans un couple ou dans une relation quelconque entre personnes? Marie-Claude. Bien, ça revient à la notion de travail d'équipe. C'est que mes besoins sont importants, mais les besoins de l'autre aussi sont importants. Nos identités, on est différents, mais comment on peut faire un compromis entre... Comment coexister ensemble sans dominer l'autre? Vraiment un travail d'équipe, puis avoir le respect de ce qu'est l'autre, pas vouloir le changer à ce que nous, on aimerait qu'il soit, mais l'accepter pour qu'est-ce qu'il est. On se fait des attentes souvent de l'autre. On le perçoit. On a souvent, des fois, une vision idéalisée de l'autre. Et quand on vit dans le quotidien, quand on vit une relation ou on débute une relation, des fois, c'est pas ce qu'on aurait ou c'est ce qu'on aurait pensé. Donc, effectivement, de revenir à la base, de revenir essentiellement à qui je suis comme individu. La notion d'équipe, la notion de team, je pense, est super importante. Dans un team, on est complémentaires. On se doit respect. Les jeunes ont parlé de respect. Moi, je trouve ça intéressant. Ils ont parlé justement de solutions positives. Puis il faut, à quelque part, que ça passe par le respect, ça passe par la notion de complémentarité, ça passe par du travailler ensemble, puis du vivre ensemble, puis partager des choses ensemble. Oui. Ça dépasse même la relation de couple, les solutions ce que vous nous dites, ce que les jeunes ont dit, on pourrait l'appliquer en relation de travail, on pourrait l'appliquer dans les classes, là, nos jeunes pourraient aussi... c'est ça, si j'ai bien compris? Bien, effectivement, parce que tu sais, quand tu appliques des principes égalitaires dans ta vie, dans ta relation, il y a des chances que ça se répercute ailleurs dans d'autres. Tu sais, tantôt, on parlait du contrôle qui est beaucoup et qui s'installe dans plusieurs sphères de vie. Les relations égalitaires, c'est exactement la même chose aussi. Quand on l'installe, quand on travaille ce concept-là et qu'on le rend vivant, bien, ça se répercute sur toutes les sphères de nos vies. Exactement. Au lieu de se ramasser seul, comme c'est le cas dans le contrôle, bien là, on a des alliés, on a des partenaires qui vont nous aider au travers de nos difficultés, nous encourager. Justement, il y a une des jeunes qui a utilisé le terme « consulter ». On doit consulter si on sent qu'on a un problème. Comment vous voyez ça, cette consultation-là? Ben, moi, je trouve qu'effectivement, d'entendre ça de la bouche des jeunes, en tout cas, pour moi, c'est super motivant parce que c'est ce qu'on dit aux gens, on les invite à venir consulter. Souvent, c'est vu des fois de la part des gars comme un signe de faiblesse, mais effectivement, tu sais, en tout cas, à l'époque où moi j'ai commencé comme intervenant, il y avait un slogan qui disait « Demander de l'aide, c'est fort ». Donc, renverser la vapeur. On a besoin des fois d'avoir un regard extérieur de nos problèmes pour les voir, pour mieux les travailler. Quand je vis des problèmes, ben je suis à l'intérieur du problème. Donc, je ne vois pas qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur. L'intervenant ou la personne parce que ça peut être aussi un soutien qui provient pas nécessairement d'une intervention structurée, tout ça, mais il y a ce regard différent-là et le regard extérieur du problème. Chez vous, Marie-Claude, ça se passe comment, ça?
À Doma. À Doma, mais la plupart de nos gens sont volontaires. 50% volontaires, genre à 50% judiciaire, mais même dans le judiciaire, il y en a qui sont seulement référés, mais ils viennent de leur plein gré à Doma. C'est des rencontres individuelles pour juste faire un accueil. Qu'est-ce qui vient consulter aujourd'hui? La première question, c'est quel est le problème qui fait qu'il vient s'asseoir dans le bureau? Puis une fois qu'on a cerné ça, bien là, c'est de voir comment on peut le travailler autrement, puis le voir autrement. Parce que la personne qui vient consulter a essayé plein de solutions par lui-même, puis il a fait le tour, puis malgré tout ça, malgré qu'il y ait une bonne créativité, ça fonctionne pas. Fait que c'est justement de donner ce regard-là nouveau, une nouvelle aire d'aller pour trouver d'autres solutions qui vont mieux fonctionner par ses objectifs. Les jeunes ont parlé de communication. Oui, tout à fait. Et c'est important de parler, et c'est ce que la parole libère. Et c'est important de parler de ce qu'on vit, de parler avec ses amis, de parler avec des intervenants, mais de communiquer. Dans une relation de couple, je pense que c'est un des principes. Souvent, les gens viennent nous rencontrent, puis c'est ce qu'ils nous demandent. Outillez-nous en communication, parce que à travers on n'a jamais communiqué autant à travers les réseaux sociaux et à travers tout, et on perd un peu de la communication entre humains. Et ça, il faut retravailler ce côté-là. Et de quelle façon vous expliquez ça? Bien, je pense que ça demande, en tout cas moi je l'explique dans le sens où ça demande un effort. OK. c'est écrire un texte, écrire un texto, on voit pas la réaction de l'autre, on voit pas on n'a pas le retour sur ce qu'on écrit. Être en relation avec quelqu'un, ben j'ai besoin de m'investir, j'ai besoin d'accorder de l'intérêt à l'autre. Et ça, ben c'est difficile. Puis on est toujours pressé, mais on a besoin de temps. Marie-Claude, je vous vois dire oui. Puis surtout au niveau de la communication, c'est seulement 7% qui passe par les mots. Tout le reste, c'est l'intonation, la position physique. Fait qu'on perd tous ces beaux canaux-là qui expliqueraient qu'est-ce qui se passe entre les deux, puis qui viendraient teinter cette communication-là qu'on perd. C'est dommage. Fait que c'est difficile à un moment donné pour la personne d'être capable d'être attentif à tout ça. C'est là que l'aide peut. Puis c'est évidemment, je pense, de ne pas attendre qu'on soit rendu au bout, là. Dans le meilleur des mondes. Dans le meilleur des mondes. On a dit aussi, les jeunes, on parlait du respect, de l'importance du respect que j'avais noté, vous aussi, mais on a aussi parlé de mettre ses limites. Qu'est-ce que c'est mettre ses limites dans une relation? Bien, en fait, le contrôle, c'est envers l'autre. Fait que c'est de mettre une limite en leur disant, moi, j'existe là et toi, tu existes là. Et comment on peut mettre ses limites si on est face à un être dit contrôlant? Ben, je dirais qu'il faut avoir une bonne affirmation de soi. Il faut connaître ses besoins. Il faut connaître ses valeurs aussi pour être capable de confronter l'autre ou d'arriver à intervenir avec quelqu'un qui est contrôlant. La personne contrôlante, c'est une personne qui est envahissante. Il faut accepter des fois d'être égoïste et de dire non. Apprendre à dire non, là, c'est pas toujours évident. C'est difficile. Pour des hommes qui viennent nous consulter, apprendre à dire non, c'est très, très, très difficile. Puis quand ils le disent la première fois, bien, ils se sentent égoïstes. Ils se sentent... mais c'est un mal-être ou un malaise qui va être très passager, mais après avoir pris leur place, après avoir mis tes limites, là, encore là, le signe intérieur qu'on a, la petite voix intérieure dit « OK, je suis correct. » là. Mais est-ce que c'est pas risqué de dire non? Risquer de perdre l'autre? Est-ce que c'est pas des peurs qu'on peut avoir, légitimes? Ça vous fait sourire? Tout à fait, parce que c'est un dilemme, je pense, qui reste présent pour tous. Puis je pense que si tout le monde aurait la solution puis la bonne réponse, ben on ne serait pas aussi ambivalent à le faire. Oui, ça demeure un risque, mais une chose qui est sûre, si on ne met pas de limite puis on se fait envahir, on n'est pas en relation avec l'autre. On disparaît. Fait qu'un moment donné, c'est de choisir un risque suffisant, de dire, ben là, j'apparais plus. Fait qu'il faut que je mette une limite. Ça implique de se connaître. Et d'être confiance en soi pour justement affirmer cette limite-là.
justement la confiance, qui est comme un peu ma dernière question, mon dernier point. On a insisté, je pense que les 3 groupes ont insisté sur que la confiance fait partie de la solution. Comment on peut faire confiance? Comment on peut se faire confiance? Mais comment on peut faire confiance à quelqu'un qu'on croit contrôler? La confiance, ça se mérite. OK. Ça, vous allez me développer ça? Oui, dans le sens où si jamais on se met vulnérable, on essaie de travailler en équipe, puis la personne ne veut que dominer, bien, de faire confiance, c'est de se faire manger tout cru à ce moment-là, puis pas garder une espèce de bouclier pour se protéger. Sauf quand on travaille en équipe, bien, on développe cette confiance-là. Tu te montres vulnérable, l'autre personne t'entend, te comprend, il y a un compromis qui est pris. Cette confiance-là, elle se bâtit. Puis oui, elle doit être présente pour être en bon travail d'équipe, mais elle se mérite. M. Bilodeau? Écoute. Quoi rajouter? Quoi rajouter? Mais effectivement, autant le contrôle s'installe insidieusement, autant je pense la confiance doit se mériter, doit s'installer progressivement. Moi, je pense que on doit toujours, je pense, au début d'une relation, quand même garder comment je dirais ça, être un peu sur ses gardes, mais ce qui vient un peu colorer tout ça, c'est l'amour. C'est l'amour qui vient un peu, tu sais, je fais confiance à l'autre parce que j'aime l'autre et je pense que l'autre va me donner exactement la même confiance. Et c'est ça qui vient colorer un peu, je pense, des fois, le degré de confiance qu'on accorde à l'autre. Alors, je vous remercie, les 2 experts, M. Rémi Bilodeau, Mme Marie-Claude Gagné. Merci, Mario. À cœur d'homme et se parler d'homme à homme.